Bonsoir à toutes et à tous. On arrive à la fin de ce forum Entreprendre dans la culture. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir, aussi nombreux et aussi nombreuses pour cette table ronde conclusive de la 6e édition du forum. Alors j'ai chronométré mon introduction, j'ai 5 minutes, mais dans ces 5 minutes, je ne peux pas ne pas remercier les quelques personnes, notamment, ou institutions, notamment l'État, la Direction régionale des affaires culturelles et la DGMIC, Direction des industries culturelles créatives, ainsi que la région, qui sont les deux financeurs en fait, de notre agence et de cette action Forum Entreprendre dans la culture. Je voulais également remercier toute l'équipe de la Cité internationale de la bande dessinée, sans oublier Laetitia Perrault, qui va peut-être nous rejoindre, en tout cas je l'espère, et Géraldine Zanier de Magélis, qui a vraiment œuvré pour la mise en relation d'un certain nombre d'acteurs qui nous a permis d'organiser confortablement et sereinement ce séminaire. Et je tiens à remercier l'Engmin, qui est la structure, l'organisation, l'école dans laquelle nous nous trouvons ce soir pour leur accueil. Alors, nous devions avoir 4 invités, et vous en voyez 3. Nous en avons 4 finalement. Waouh. Donc, ces 4 personnes représentent des responsabilités importantes dans l'écosystème culturel. Ils représentent l'État, la collectivité régionale, le principal opérateur de compétences de notre secteur, l'AFDAS, et puis une structure d'accompagnement indépendante. Ils et elles ont accepté de venir partager un point de vue, une action sur la problématique de l'avenir des activités artistiques et culturelles et des personnes et des organisations qui les font vivre au quotidien, dans un contexte de transition sociale, même sociétale et écologique. Et je mets tout ça au pluriel. Car en effet, ces transitions qui engendrent des mutations sont nombreuses. J'en ai listé quelques-unes, on pourrait compléter éventuellement. Voilà, je commence par la mise en œuvre des droits culturels des personnes, avec notamment la question de la participation, le changement climatique et peut-être plus largement de la crise écologique, l'égalité professionnelle dont on a parlé tout à l'heure, et plus largement encore, là aussi, la lutte contre les discriminations, la révolution numérique avec l'intelligence artificielle, on l'a évoqué dans un atelier également lors de ce forum, le mouvement des tiers-lieux, les évolutions du rapport au travail, 3 petits points. Voilà, donc c'est à toutes ces mutations, à toutes ces transformations profondes de notre secteur d'activité que nous sommes confrontés et dans lequel nous toutes et tous, nous œuvrons, nous changeons, nous transformons, mais voilà, ça pose beaucoup de questions et on va essayer ce soir de nous projeter un petit peu dans cet univers complexe. Une publication d'avril 2023 de l'UNEDIC titrée « Le travail en transition ». Quand au même moment, le CESE national adoptait un avis intitulé « Travail, santé, environnement, quels défis relever face au dérèglement climatique ». Et puis vient tout juste de paraître une étude riche de nombreuses préconisations qui porte le titre « Culture et création en mutation ». On y reviendra dans quelques instants. Et là, je ne cite là que quelques exemples parmi de multiples avis, études, rapports, livres blancs publiés récemment. Nous sommes donc vraiment avec cette table ronde au cœur de l'actualité. Comme vous le savez, l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine a une mission d'observation, alors je ne peux m'empêcher de vous donner quelques chiffres pour nous mettre dans l'ambiance. J'ai pris le prisme de la question de la transition écologique. Savez-vous par exemple que 85% de l'ensemble des actifs expriment une préoccupation, voire une anxiété, en pensant au changement climatique et à la situation de l'environnement, 85%. Et 73% considèrent que les effets du changement sont d'ores et déjà constatables dans leur vie professionnelle et personnelle. À ce stade, il est intéressant de relever, les études le montrent, que ces 73% considèrent que, en tout cas une majorité d'entre elles, considèrent que l'impact est négatif. Ça dit quelque chose quand même de ce que nous, pour l'instant, nous subissons. Dans leur vie professionnelle, 3/4 des actifs ont le sentiment de limiter leur impact sur l'environnement dans leur vie personnelle. Mais dans leur vie professionnelle, seulement 20%, là où ils étaient 3/4 dans leur vie personnelle, seulement 20% considèrent que leur travail contribue de manière positive à la transition écologique.
J'ai encore 2 chiffres et j'en aurai fini. Alors que 80% des personnes souhaitent que leur travail soit en adéquation avec les défis climatiques, 30% vont même jusqu'à dire qu'elles envisagent de changer de métier, de changer de secteur, de changer de structure pour être davantage en accord avec les enjeux écologiques. Et il y a encore quelques années, voilà, moins de 5 ans, ce chiffre était inférieur à 10%. Donc voilà, je ne vous donne pas plus de chiffres, mais cela me semblait particulièrement éloquent. Il révèle finalement une conscience individuelle de plus en plus aiguë de la situation et en même temps un écart de plus en plus problématique avec la sphère professionnelle. Écart qui se solde déjà, on l'a constaté durant ces 2 jours, par des débats parfois fructueux, parfois conflictuels dans nos organisations, au point qu'on observe davantage de changements de carrière et de démission. L'engagement ou le non-engagement écologique d'une organisation devient en effet un facteur prépondérant dans la motivation des salariés, qu'ils soient déjà en poste ou qu'ils soient candidats pour un poste. Je pense qu'on peut affirmer que ce même constat pourrait être fait pour les autres transitions dont je parlais tout à l'heure. Alors bien évidemment, cela nous concerne, nous, gens de la culture, au premier chef, compte tenu de la nature et du fondement de nos activités. Je prends juste l'exemple des travaux en cours dans le cadre du contrat régional de filière pour la culture, où ont été évoquées les questions de crise des vocations, d'attractivité en berne, de métiers en tension. Donc on va prendre le temps d'entrer dans tous ces sujets, de les décrire plus précisément, de les problématiser, aussi de les nuancer et de décrire les politiques publiques, les démarches professionnelles actuellement mises en place. Nuancer et positiver, en tout cas agir, c'est pour les personnes ici présentes absolument nécessaire, comme vous allez le constater, car les changements en cours sont aussi et surtout source de remise en question salvatrice, de coopération nouvelle, de transformation de modèles organisationnels ou socio-économiques vers plus de stabilité, de résilience, d'égalité, de redéfinition du sens de notre action. Donc nous allons évoquer les constats, mais aussi les solutions à court, moyen et long terme. Il sera question de dialogue social en entreprise, de santé au travail, de prévention des risques professionnels, de formation initiale et continue, d'accompagnement des organisations, de dialogue entre les différents niveaux institutionnels et avec les acteurs de terrain, les réseaux, les agences, les syndicats, les OPCO, évidemment les lieux de formation initiale et continue, et de co-construction de l'action publique. Donc pour ce faire, nous allons entendre à tour de rôle nos invités pour une durée d'environ 1 heure, et puis ensuite on aura une petite trentaine de minutes pour échanger avec vous. Donc je vais, pour commencer, leur poser une question. De quel endroit et à quel titre voilà, prenez-vous la parole ce soir. Comment, selon vous, la problématique que je viens de décrire se pose de votre point de vue, du point de vue de votre organisation et de vos responsabilités. Donc, je peux commencer par toi, Maëlys ? Volontiers. Donc, pour répondre d'abord très simplement à la question, Maëlys Descazaux, je suis en charge des services du ministère de la Culture ici dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et tout aussi simplement sur d'où l'on parle, forcément d'un point de vue institutionnel, celui du ministère qui décline à la fois les orientations gouvernementales et bien sûr qui porte et pilote les politiques culturelles. Donc l'enjeu, c'est comment est-ce que... ou la question, c'est comment est-ce que ces enjeux de transition au pluriel sont pris en charge à l'intérieur de ces politiques. Et la façon dont je vois les choses, je dois dire que tu nous as demandé de positiver peut-être. Je vais pour ma part dire à quel point je suis enthousiaste. Alors il ne s'agit pas d'un enthousiasme béat qui viendrait nier les difficultés ou le chemin qui reste à parcourir, mais en tout cas de l'enthousiasme évidemment, en voyant à quel point ou à quel niveau la prise de conscience d'abord est établie, les constats sont partagés. Évidemment, il y a encore ici ou là des positions qui viennent contredire les évidences, mais peu importe, les constats sont partagés et la mise en route est faite, c'est-à-dire que pour une institution comme celle dont je parle, un ministère, parvenir en aussi peu de temps, et on y reviendra, à prendre en charge ces enjeux
socio-environnementaux à adapter aussi vite à la fois notre fonctionnement, mais aussi notre manière d'agir et de peser finalement sur les structures dans lesquelles nous avons à intervenir au titre des politiques culturelles. Ce chemin aussi rapidement parcouru et aussi efficacement parcouru en aussi peu de temps, je ne crois pas que ce soit, qu'il y ait d'équivalent en réalité dans la vie du ministère de la Culture et plus largement d'une institution publique en général, dont on sait à quel point la force d'inertie peut être lourde. Donc je trouve ça très enthousiasmant. C'est le signe manifestement que quelque chose de très fort est en route, parce que si nous parvenons à le faire aussi vite, ça veut dire que d'autres ailleurs le font encore plus vite, encore plus fort et vont encore plus loin que nous. Et c'est ce mouvement général que je trouve très enthousiasmant. Très bien. Merci Maëlys. Laetitia, est-ce que tu peux te prêter au même exercice ? Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'aurez compris, moi, je suis plutôt de l'équipe remplaçante. Donc, Laetitia Perrault, je suis directrice adjointe culture et patrimoine à la région Nouvelle-Aquitaine, toute nouvellement nommée. Et je le précise car c'est intéressant puisque je suis une ex-opératrice, c'est-à-dire que jusque-là, j'étais directrice d'un lieu culturel. Ceci dit, qui fait que j'ai un regard un peu particulier. Donc la région, elle parle d'où ? Elle parle d'une collectivité qui a la chance d'avoir différentes compétences en interne, et notamment la question de la formation, la question des transports, plein d'endroits où la question des transitions peut être travaillée en convergence en interne. Et aussi, elle parle de cet endroit, la région, qui est un lieu de capacité de discussion avec d'autres collectivités, les départements, les EPCI, les communes et évidemment l'État. Et c'est vrai qu'on est là aussi pour pouvoir participer à ce dialogue territorial, qui néanmoins peut être aussi un peu un écueil certaines fois, parce qu'on le sait tous et toutes, et y compris les acteurs. Des fois, il est compliqué de mettre les agendas en ligne, mais je crois que sur la question des transitions, et le forum le prouve aujourd'hui, les agendas commencent à s'aligner. Merci. Ensuite, je vais interroger Hervé Fournier. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc Hervé Fournier, je suis responsable d'un bureau d'études basé à Nantes qui s'appelle Terra 21, qui a été créé en 2008 au sortir du Grenelle de l'environnement 2007. Donc 2008-2009, juste pour vous donner des repères chronologiques, c'est l'Opéra de Lyon commence à éco-concevoir ses décors. Le Zénith de Nantes fait son bilan carbone parce que la collectivité lui demande. Le Théâtre de la Colline, là aussi, engage une démarche environnementale à la fin des années 2000. Donc juste pour donner quelques repères. Et donc j'accompagne des organisations sur la mise en œuvre un petit peu des questions écologiques depuis une quinzaine d'années. Et avant cela, j'ai travaillé une bonne douzaine d'années dans l'ingénierie culturelle en tant que responsable d'équipement, administrateur de production pour une compagnie chorégraphique, responsable de festival, différents endroits. Donc je revendique, puisque c'est la question, une position un petit peu d'observateur du secteur culturel dans sa mutation écologique. Je continue à accompagner des opérateurs ou des collectivités sur ce sujet. Et j'interviens, je suis aussi avec cette casquette pour l'Observatoire des politiques culturelles en tant que formateur et puis contributeur par différents articles ou groupes de travail sur la mutation du métier. Merci Hervé. Et pour terminer ce tour de table de présentation, Cédric Pellissier. Bonsoir à toutes et à tous, Cédric Pellissier, je suis conseiller branche au niveau national à l'AFDAS, c'est-à-dire que je suis en relation avec les organisations professionnelles et les branches professionnelles, dont le spectacle vivant. L'endroit dont on parle à l'AFDAS, vous le connaissez sans doute, c'est bien la question du développement des compétences, du développement de l'emploi et aussi de l'accompagnement de grandes mutations et de grandes transformations de notre société. Il y a déjà depuis longtemps, le conseil d'administration de l'AFDAS nous demande de nous impliquer sur ces grandes mutations, ces grands enjeux de société qui amènent, tu le disais Thierry tout à l'heure, la question de nouvelles générations qui ont d'autres exigences en matière d'emploi notamment, et c'est bien ce qui nous porte, c'est-à-dire de dire comment on prend en compte les enjeux sociétaux, les enjeux sociaux, et donc la transformation écologique, mais pas que, on y reviendra, pour pouvoir accompagner ça et aider les entreprises à développer leurs compétences, aider à se développer, et donc notamment les entreprises du spectacle vivant ou de la culture au sens large. Et c'est bien à cet endroit-là que nous nous situons, sur ce lien-là, et d'accompagner ces changements,
grâce à l'appui de la formation, mais aussi à l'accompagnement avec des cabinets conseils sur des stratégies pour pouvoir intégrer dans les pratiques et les activités des structures ces enjeux environnementaux ou ces enjeux de société. Et c'est bien à cet endroit-là qu'on se situe au niveau de l'AFDAS. Très bien, maintenant que vous savez de quel endroit il parle, nous allons vraiment entrer un peu dans le détail des actions et des politiques mises en place par nos différents invités. Je vais revenir à toi, Maëlys. Voilà, comme tu le disais, il y a un phénomène d'accélération extraordinaire dans les politiques publiques sur les sujets dont on parle. Comment concrètement aujourd'hui, pour le ministère, ça se traduit ? Voilà, qu'est-ce que ça change aussi dans la façon dont ton équipe agit sur le terrain, notamment en région de Nouvelle-Aquitaine, à partir de quels référentiels, de quels outils ? Beaucoup de questions en une. Oui, beaucoup de questions. Alors, pas prendre trop de temps. D'abord, insister sur le fait qu'on est désormais dans une démarche systémique avec un raisonnement intégré qui, de bout en bout, prend en charge ces enjeux socio-environnementaux, qu'il s'agisse de ceux liés à l'égalité femmes-hommes, à la lutte contre les violences à caractère sexuel et sexiste ou à la prise en charge des impacts environnementaux. C'est ce qui est très intéressant dans les mutations que j'évoquais en introduction, et c'est ce qui certainement fait qu'on parvient à avancer beaucoup plus rapidement que prévu. Certainement, je tiens à le redire encore une fois, pas aussi rapidement qu'il le faudrait, mais en tout cas beaucoup plus rapidement que ce qu'on a su faire auparavant. Alors, comment ça se traduit, notamment dans le champ des enjeux environnementaux, mais je pourrais aussi revenir sur, encore une fois, les enjeux d'égalité femmes-hommes ou de lutte contre les violences à caractère sexuel et sexiste, puisque le déploiement est exactement, ou le processus de déploiement est exactement le même. Un ministère qui... D'abord, s'appuie sur les travaux, et notamment les travaux et les observations scientifiques. En l'occurrence, je n'y reviens pas, il en sera certainement question, qui adapte à la lumière de ces travaux à la fois son organisation, mais aussi les modalités de mise en œuvre de ces politiques et le contenu de ces politiques. En l'occurrence, ça se traduit comment ? Ça se traduit par des grands objectifs qui vont concerner le ministère, son administration centrale, ses services déconcentrés que nous sommes, ses établissements publics comme le Louvre, l'école d'architecture ou encore l'Opéra de Paris, mais aussi qui vont concerner la mise en œuvre de ces politiques. Alors, les grands enjeux, et je me permets de les lister parce que précisément vient de sortir ce que le ministère a appelé un guide d'orientation et d'inspiration daté de décembre 2023 qui vient présenter à la fois l'état de la réflexion et l'état de la volonté politique et l'état des orientations désormais prises ou celles qui sont encore au travail, puisque certaines sont encore au travail. Et les 5 chantiers qui sont ouverts concernent l'ensemble des champs d'intervention. Le premier, c'est créer autrement pour faire émerger des modes de production plus éco-responsables ou mobiliser de façon plus responsable les moyens mis à disposition. Le plan Mieux produire, mieux diffuser, par exemple, sur lequel nous pourrons revenir. Le deuxième chantier consiste à développer un numérique culturel plus sobre. Il y a un enjeu à plusieurs tiroirs, je ne l'ouvre pas. Le troisième, inventer l'architecture et les paysages de demain. On comprend intuitivement à quel point ce chantier sur l'architecture, il est essentiel à la fois pour avoir un bâti qui s'adapte aux évolutions climatiques, mais surtout un bâti qui ne vienne pas aggraver la situation. Donc, toute la question de la filière, depuis la formation jusqu'à la réutilisation, est tout à fait déterminante dans le processus dont nous sommes en train de parler.
Le 4e chantier consiste à préserver le patrimoine des risques climatiques, mais également favoriser une conservation verte du patrimoine. Et ça répond à une question, peut-être que vous ne l'avez pas en tête, qui pose parfois le patrimoine comme faisant, ou les enjeux patrimoniaux, comme faisant obstacle à la bonne mise en œuvre des questions de transition. Par exemple, l'implantation d'énergies renouvelables aux abords d'un monument historique ou notamment du photovoltaïque en centre ancien, etc. Et donc l'enjeu, c'est d'avoir un patrimoine qui soit un patrimoine et une politique patrimoniale verte demain. Et donc le dernier chantier consiste à repenser la mobilité des publics sans sacrifier l'accessibilité de la culture. Et là, on est sur un nœud, si ce n'est principal, en tout cas central, puisque toutes les études, quelles qu'elles soient, tous les examens d'impact des états des lieux, voilà, viennent nous dire que le poste numéro 1 d'émissions de gaz à effet de serre est celui des publics, alors à de rares, très rares exceptions près, mais qui ne viennent pas faire obstacle à la généralisation de ce constat. Il y a là une question centrale qui évidemment vient interroger celle de la diffusion de la culture, celle de l'accès des publics éloignés, et donc tout ce qui nous guide depuis maintenant des années. Donc peut-être un début d'apparente contradiction, et moi j'ai tendance à y voir au contraire un problème passionnant à résoudre. Merci. Je reprends un mot que tu as utilisé en début de ton intervention, l'approche systémique. Et je m'adresse là peut-être plus particulièrement à toi, Cédric. En tant qu'OPCO, l'AFDAS appréhende tous ces sujets à travers la RSE. Voilà. Est-ce que, il me semble que c'est une traduction de cette approche systémique. Est-ce que tu peux nous préciser un peu comment vous traitez, vous déclinez ça dans vos différents modes d'intervention ? Alors, déjà, l'approche systémique, elle viendrait des interventions de l'AFDAS de manière globale. L'AFDAS, de manière structurante et transversale de ses interventions, ne prend pas, disons, l'accompagnement des entreprises ou des mutations par un seul bout, développer une compétence. Il y a une réponse derrière de formation ou de recrutement, mais l'idée, c'est toujours d'avoir une vision globale de la situation d'une entreprise ou pour ce qui me concerne, d'une branche professionnelle et des grands enjeux qui traversent ces branches. Et effectivement, c'est bien la dimension systémique qui va être prise en compte. Et dès 2018, le conseil d'administration de l'AFDAS, donc on est avant la fusion, peut-être juste un rappel de temporalité. Fin 2018, il y a une grande réforme de la formation qui amène de nombreuses branches à intégrer l'AFDAS. L'AFDAS a été créée en 1972 et regroupait au départ toutes les structures du spectacle. Donc le spectacle vivant est la branche, avec le cinéma audiovisuel, historique de l'AFDAS dès sa création. Mais depuis, maintenant, nous avons le sport, nous avons des branches du tourisme, nous avons les télécoms, etc. Donc on a une activité qui est très variée et qui dépasse le champ de la culture et donc, a fortiori, du spectacle vivant. Donc en 2018, avant cette réforme, il y a une demande qui est faite à l'AFDAS, de par le conseil d'administration, de vraiment investir le champ des enjeux environnementaux. Et ce qui est porté dès ce moment-là, c'est bien de dire on va travailler sur la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire qu'on ne va pas on va pas travailler uniquement sur la dimension environnementale pure, mais bien sur l'ensemble d'un fonctionnement d'entreprise autour des enjeux sociaux et sociétaux au sein de l'entreprise, de l'organisation sociale de l'entreprise, de tous ces enjeux-là. C'est-à-dire que ça fait système, et c'est parce qu'on est bien dans ce système qu'on va pouvoir agir au niveau de l'entreprise, mais globalement dans la société, et avoir finalement des impacts beaucoup plus forts. Donc dès 2018, nous avons des formations qui sont mises en place, avec un autodiagnostic qui est mis en œuvre, auquel vous pouvez accéder à cet autodiagnostic sur le site de l'AFDAS, qui permet de voir où on se situe en tant qu'entreprise, en tant que structure, à quel endroit je me situe et quelles sont déjà les actions que je mets en œuvre sans le savoir, et finalement, quelles sont les priorités qu'il faut que je fasse. Et donc, vous voyez, dès cet endroit-là, on est sur des actions structurantes et on va développer une offre de services autour d'appui conseil, d'accompagnement sur la durée des entreprises. Et depuis donc maintenant 2 ans,
au niveau des organisations professionnelles et des branches au niveau national. Ce qui nous permet véritablement d'avoir une vision globale et d'aller vers des actions très concrètes auprès des entreprises, auprès des structures ou des équipes artistiques, par exemple, pour ce qui concerne le spectacle vivant, d'un lieu ou d'un producteur de musique, par exemple. Donc on est vraiment à cet endroit-là de travailler sous une forme d'entonnoir, de se rapprocher du terrain en partant de problématiques auxquelles toutes ces structures sont confrontées, les professionnels sont confrontés. Tout à l'heure, je parlais aussi des problématiques de recrutement. On y reviendra certainement, mais comment j'accède, comment j'ai les compétences qui me sont nécessaires, c'est bien avec cette vision globale et de se prendre le pouls de la société, des exigences des jeunes professionnels qui arrivent, et que de voir en sorte comment ils peuvent s'intégrer dans mon entreprise, et donc ces enjeux de transformation environnementale, notamment, ou de RSE vont rentrer là-dedans. Et c'est bien à cet endroit-là qu'on a développé notre action, et en intégrant ce qu'on appelle maintenant la 6e mission des OPCO et de l'AFDAS, qui est sur ces enjeux de RSE, de transition écologique. Merci. Donc, ce que j'entends, ce que nous comprenons tous, c'est que finalement, voilà, on y est, ça y est, les choses sont enclenchées, mais cette prise de conscience et cette déclinaison opérationnelle est relativement récente. Hervé, comment est-ce que toi, de ton point de vue, à la fois dans les organisations que tu accompagnes et puis dans le travail que tu fais avec l'OPC, comment est-ce que tu vois l'évolution de cette question de la formation en fait, des professionnels actuels et des futurs professionnels de la culture par rapport à ces enjeux de transformation? Alors, pardon. Je vais faire un petit pas de côté ou un petit pas en arrière pour rappeler quand même, là sur le titre de la table ronde, c'est marqué les transitions. Et c'est vrai que j'aimerais rappeler qu'aujourd'hui le secteur culturel, donc le secteur culturel, on va dire public, conventionné ou subventionné pour beaucoup de secteurs, spectacles vivants, musées, livres, cinéma, qui est aussi beaucoup subventionné. Musée, patrimoine, enfin voilà, pour tous ces champs-là, il y a des vraies vulnérabilités environnementales aujourd'hui, qui s'appellent épuisement des ressources, qui s'appellent problématique de l'eau, stress hydrique. Il y a trop d'eau à certains endroits. Si on parle de La Rochelle et des abords à l'automne, ou alors il n'y a pas assez d'eau, je pense Pyrénées-Orientales par exemple, où on ne peut plus faire grand-chose l'été parce qu'on manque d'eau. Donc il y a la question de la relation à la ressource, il y a la relation à l'effort qu'on peut faire en termes de lutte contre le changement climatique. Donc vous l'avez dit, avec là aussi des impacts qui sont très documentés en termes de gaz à effet de serre, sur lesquels on n'a pas forcément la main non plus, parce que c'est quand même aussi les autorités régulatrices du transport qui vont aussi régler beaucoup de sujets liés à la mobilité, des publics notamment. Et puis, tous ces impacts environnementaux, ils ont évidemment des effets économiques. Là aussi, c'est documenté depuis une quinzaine d'années. Le risque assurantiel, on n'est plus en mesure d'assurer des festivals. Des installations de festivals, c'est plus possible parce que ça coûte trop cher. Les flux, les crises énergétiques aussi ont généré des impacts forts pour les musées, pour les médiathèques, le patrimoine bâti culturel municipal ou des collectivités. Donc il y a toutes ces vulnérabilités. À côté, il y a d'autres vulnérabilités qui apparaissent, c'est des questions de réglementation. Si je parle du décret tertiaire pour un directeur d'équipement, mais de quoi on parle? Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Si on parle de la loi AGEC pour qui vise à faire du réemploi dans les marchés publics des musées, on se dit mais de quoi on parle? Eh oui, mais ça c'est des nouveaux besoins, en tout cas des nouveaux savoirs, des nouvelles compétences qu'il va falloir développer dans un contexte où, Thierry, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un vrai sujet sur l'attractivité du métier culturel. Donc ça aussi, on en a beaucoup parlé au Festival d'Avignon l'été dernier. Il y a beaucoup de personnel en souffrance, il y a des défauts de management. Donc là, ça renvoie tout le volet RH sur lesquels l'AFDAS ou l'approche dite RSE, un peu multi-entrée, va permettre de travailler ces sujets, entre guillemets, sérieusement. Mais la problématique qui se pose pour le secteur culturel. Alors, je distingue les propositions artistiques, le champ de l'expression artistique, qui là est vivante, agile, très au fait aussi des questions environnementales. Enfin, je veux dire, depuis très longtemps, ça, il n'y a pas eu de... Je veux dire, il n'y a pas un effet d'accélération aujourd'hui. Non, l'accélération, elle s'opère à l'endroit des organisations culturelles, des entreprises culturelles, et on est là pour parler de l'entreprise culturelle.
C'est-à-dire tous les moyens qui vont être mis pour déployer un propos de médiation, de vulgarisation, de mise en connaissance des propositions artistiques, etc. etc. Et donc là, la problématique qui se pose, c'est est-ce que le secteur culturel, il veut être à l'avant-garde des sujets? Alors moi, je vais me situer sur la question environnementale, écologique. Est-ce que le secteur culturel veut être à l'avant-garde, tout en gardant une forme de fraîcheur, d'agilité, de légèreté même, donc sans qu'on lui impose aussi une grosse machine à gaz, enfin je le dis aussi à gaz à effet de serre. Donc ça, c'est la première des pistes. Est-ce que le secteur culturel va être un secteur comme un autre, je sais pas, comme l'industrie automobile, comme le bâtiment, c'est-à-dire qu'il va faire ce qu'on lui demande de faire, par la réglementation notamment. Ou est-ce que le secteur culturel, eh bien, il se met un peu à la traîne de tous ces sujets-là en disant « Ah, ça ne me concerne pas, j'ai pas trop envie de revisiter mon mode de faire, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais ce n'est pas mon sujet. » Voilà. Donc en fait, bon, vous comprendrez que nous, on est plutôt, et si vous êtes là, on est plutôt convaincus du premier scénario, hein, c'est-à-dire on a des choses à dire, à faire, à montrer, il faut garder une forme de leadership, enfin en tout cas j'espère qu'on est tous là pour défendre cette position, mais je pense qu'on a loupé quelques marches ces dernières décennies, et c'est ces marches-là qu'il faut refranchir à nouveau. Donc c'est pour ça que je me réjouis, quand on avait Thierry préparé cette table ronde, j'avais dit il nous manque un petit corpus doctrinal de la part du ministère de la Culture. Il y avait eu au sortir de la COP en 2015 un petit document 2016-2020 stratégie RSO de responsabilité sociale des organisations du ministère de la Culture, voilà, qui donnait quelques indices. Voilà, il faut faire les diagnostics de performance énergétique, il faut former tous les personnels du ministère de la Culture à l'éco-conduite. Enfin bon, il y avait comme quelques pistes, mais en tout cas il y avait déjà quelque chose. Mais depuis 2020, on n'avait aucun signal du ministère de la Culture. Donc ça y est, il existe. Il est là depuis la semaine dernière. Donc il y a eu des prises de parole de Madame la Ministre depuis quand même quelques mois sur le sujet. On sentait sa conviction profonde. Bon, après, on présume que le ministère, hein, c'est comme toutes les grosses boutiques, ça demande un petit peu de temps à mettre ça en forme. En tout cas, aujourd'hui, on sait ce que pense le ministère de la Culture sur la question de la transition environnementale. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, on peut critiquer, il y a des limites. Ok, très bien. Mais bon, ça existe, ça a le mérite d'exister. Hein. C'est comme le Shift Project, il y a 2 ans, qui nous dit qu'il faut décarboner la culture, donc une approche monocritère, c'est comme ça qu'on appelle ça, sur le CO2 appliqué à la culture. Bon, ça existe, ça a le mérite d'exister. En tout cas, on commence à avoir des prises de position et une approche... des approches sur le sujet, on ne manque pas de tout ça. Donc il faut se réjouir. En même temps, je suis désolé, je vais jouer un peu comment ça s'appelle, le méchant de service, mais je voudrais rappeler que ça fait quand même une génération, hein, enfin même plus, 35 ans, rapport Brundtland, 87. Sommet de la Terre de Rio 92, on commence à parler de lutte contre le changement climatique, protection de la biodiversité. 2002, la société civile à Johannesburg, Sommet de la Terre V2 investit le champ sociétal. Après ça se décline, le GIEC qui nous alerte quand même depuis aussi une génération. Donc j'ai parlé de Brundtland, j'ai parlé de tous ces signaux, et puis 2015, la COP de Paris. J'insiste sur la COP de Paris parce que c'est probablement à ce moment-là qu'on a commencé à voir tout ce qui se passait dans le monde des affaires culturelles à l'échelle internationale. Voilà. On a vu les Britanniques qui mettaient l'éco-conditionnalité en place depuis 2013 et qui avaient une trajectoire de diminution de carbone des industries culturelles depuis la fin des années 2000 en fait. Hein. Donc on savait très bien, moins 60 à 2030, moins 60%. Donc en fait ça, c'est documenté depuis 15 ans en fait, dans certains pays. On a vu tous les pays du Sud qui nous disent vous êtes bien gentils, mais moi, ça renvoie au droit culturel. La problématique du changement climatique, c'est la préservation des savoirs culturels ancestraux. Et comment vous prenez ou vous nous aidez à les préserver, sachant que nous, on va déplacer les populations. Et donc, voilà, en fait, on commence 2015, ça a vraiment été un moment important. On a vu les Espagnols très engagés sur les questions de réemploi, d'économie circulaire et tout, dans le champ du spectacle vivant. Mais bon, quand on est une petite compagnie, de toute façon, ça c'est un sujet qu'on connaît aussi, je veux dire, en France, on cycle, on recycle, on réutilise, on réemploie. J'ai envie de dire, on a ces savoir-faire historiques. Voilà, donc je cite un petit peu ces exemples, parce que aujourd'hui, on arrive à un moment où, ça y est, on est dedans.
sur la question écologique dans le secteur culturel. Donc, doctrine du ministère de la Culture, des rapports à foison, Thierry, tu l'as dit. Ce rapport sur les mutations et créations du CNAM, donc je redis, qui nous dit comment le métier doit évoluer. Et là, c'est intéressant parce que il n'y a pas eu de, j'allais dire, il n'y a pas de référentiel de compétences, de qualifications aujourd'hui qui nous disent, ben voilà, un chargé de transition écologique dans l'univers culturel, c'est telle compétence, c'est tel savoir, c'est telle connaissance. Ce travail reste à faire. Voilà, il reste à faire et il est engagé à certains endroits, l'OPC, le festival le collectif des festivals bretons sur l'univers des festivals, et puis à d'autres endroits, je ne les connais pas tous. Voilà pour un petit peu rappeler la problématique, c'est où est-ce qu'on veut se situer, leader, pas leader, et quels moyens on va se donner pour accompagner les personnels qui sont déjà en poste, et puis et les jeunes générations. J'espère que je ne fais pas fuir. Il y a un train. D'accord. Bon. Voilà pour un premier... je pose une problématique et je suis triste parce que c'est vous dont on a besoin aujourd'hui. Les jeunes générations... donc bon, voilà, je voulais donner ces quelques repères de problématiques pour qu'on puisse poursuivre l'échange. Tu évoquais cette question de la doctrine, c'est-à-dire vers quoi on tend. Et bon, j'utiliserai peut-être cette notion avoisinante de feuille de route. Et je profite de la présence de Laetitia pour peut-être t'interroger sur l'engagement pris aussi de façon très pleine et entière de la région avec cette feuille de route Néoterra deuxième version et la manière dont les services et Charline Claveau elle-même s'emparent de ces questions dans une traduction dans les règlements d'intervention de la région. Certains sont déjà actés, d'autres sont en cours. Est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur la façon dont la région traduit de façon très claire dans ses règlements d'intervention aujourd'hui ces enjeux? Donc effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que la région a voté récemment effectivement sa deuxième feuille de route Néoterra. Ces feuilles de route, elles ont été élaborées à partir de discussions, d'échanges, de présentations aussi de travaux d'experts. Ces 400 scientifiques qui ont été amenés à travailler et qui a amené ces différentes feuilles de route. Aujourd'hui, l'objet, c'est de les traduire effectivement dans les différents secteurs et en ce qui nous concerne dans le secteur de la culture et du patrimoine. On est au sein de la direction de la culture en train de travailler pour mettre en place une feuille de route dédiée à la culture. Quand je dis on est en train de travailler, c'est vraiment que on a mis le travail sur la table, comme on le disait tout à l'heure en atelier, et on est plusieurs autour de cette table. Autour de cette table, il y a évidemment les acteurs, il y a évidemment les élus, il y a évidemment les agents et les autres niveaux de collectivité avec qui nous serons en complémentarité. Je parle de complémentarité par rapport notamment au plan Mieux produire, mieux diffuser, ce qu'a pu présenter Maëlys tout à l'heure. Dans ce que je vais vous présenter là sur cette feuille de route, vous allez réentendre des items sur lesquels on se retrouve avec l'État, avec cette idée que, évidemment, on ne va pas vous demander, on ne va pas se demander à nous d'être dans des injonctions contradictoires. Donc, on va essayer d'être alignés au niveau de nos efforts. Cette feuille de route, elle contient 3 objectifs. Vous en avez la toute primeur, puisque, encore une fois, c'est un outil de travail encore aujourd'hui qu'on va partager avec les réseaux et les agences en janvier, mais c'est pour vous donner une idée de ce sur quoi on avance. Donc, 3 objectifs. Le premier est celui de développer un secteur culturel robuste et résistant aux crises. On est bien au courant des difficultés que traverse le secteur. En atelier, on l'a partagé tout à l'heure, et moi, je suis une compagnie, et moi, j'ai un seul poste. Comment je fais pour maintenir mon poste? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai les moyens de me préoccuper des questions écologiques? Donc, l'idée, quand on s'est fait accompagner par le cabinet Aladir Conseil, qui est donc David Hirle, qui est donc le Shift Project, qui a donc travaillé sur la décarbonation, quand on a travaillé avec David, l'idée était de savoir comment transition des modèles économiques allait avec transition de nos projets. Donc développer un secteur culturel robuste et résistant aux crises. Tout d'abord, comme le disait Maëlys, le premier impact sur nos activités, enfin de nos activités, c'est la question des mobilités, des publics
et des artistes. Comment on va pouvoir bosser une mobilité durable des publics et des professionnels? Vous avez eu des exemples assez motivants pendant ces 2 journées. Je pense notamment au collectif Slowfest à Bordeaux qui a proposé un festival en mobilité douce avec une itinérance à vélo pour les artistes, les techniciens et le public s'il souhaitait s'y joindre. Voilà, ce qui est intéressant, c'est de regarder ces expérimentations pour voir ce qu'on peut en tirer. Je ne dis pas que demain, l'Opéra de Bordeaux va se déplacer en vélo de ville en ville. Toutefois, il est intéressant de voir quelles sont ces expériences et ce qu'on peut en tirer. Réussir la transition énergétique et mieux gérer la ressource en eau. On en parlait, la question aussi des ressources naturelles et de l'extractivité, qui est un point noir aussi. Comment travailler la transition énergétique de nos bâtiments? On le sait, hein, les lieux n'appartiennent pas forcément aux projets qui les habitent, des fois ils appartiennent aux collectivités, donc encore une fois là un besoin de travail en complémentarité avec les différents niveaux de collectivité sur le sujet. La troisième chose au sein de ce premier objectif, c'est favoriser l'éco-conception des projets artistiques et culturels. Là, on a aussi des choses à faire, à se mettre en lien avec les acteurs de l'ESS, pourquoi pas. Des ressourceries culturelles, on en a encore peu en région. C'est des modèles à développer, encore une fois, le travail est sur la table. Dernier point sur ce premier objectif, s'adapter et faire émerger des modèles d'organisation soutenables. Effectivement, quel va être demain le modèle souhaitable d'organisation? Est-ce qu'on va rester sur un niveau industriel? Est-ce qu'on va repasser à des niveaux artisanaux? On a eu une présentation en atelier lundi d'un studio d'animation qui effectivement travaille aujourd'hui plus à un niveau artisanal. En Angoulême, on connaît bien le sujet des studios d'animation qui ont pris une ampleur assez conséquente. Comment on recrée à certains endroits des modèles d'organisation soutenables. Encore une fois, un sujet à travailler avec l'économie sociale et solidaire. Ça, c'était pour le premier objectif. Le second objectif, il s'agit de soutenir la transition écologique par les activités culturelles. C'est-à-dire qu'on a travaillé cette feuille de route avec l'idée de la transition écologique pour les activités culturelles et par les activités culturelles. Donc sur ce point-là, il s'agit d'accompagner la transition agroécologique en Nouvelle-Aquitaine. Donc comment par exemple quand j'organise un festival, j'utilise les circuits courts, comment je fais pour être mise en relation avec les producteurs qui sont en circuit court, etc. Comment je fais pour passer à une alimentation moins carbonée. Enfin voilà, des sujets aussi à mettre sur la table et non pas le bio, si je peux me permettre. Ensuite, il s'agit aussi de contribuer à l'essor d'usages numériques sobres et responsables. On se retrouve là aussi avec l'État, de regarder un peu, il y a beaucoup de choses qui sont développées, hein, ce que tu disais Hervé, tout ça n'est pas récent, il y a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites sur l'open source, sur le numérique responsable, comment à partir de l'open source par exemple avoir des technologies qui sont nettement moins consommatrices en électricité, et là je rejoins le besoin de transition économique. Ensuite, mettre en valeur les patrimoines et paysages culturels fragiles, Maëlys aussi en a parlé. Mettre en valeur des imaginaires pour demain. La culture, c'est un lieu de création d'imaginaire, sans brider la liberté de création, la liberté artistique. Qu'est-ce que la culture peut offrir aux citoyens et aux citoyennes pour se projeter, alors peut-être des fois de façon anxiogène, mais peut-être aussi de façon joyeuse, dans un avenir plus sobre. Le troisième objectif, enfin, de cette feuille de route, organiser les conditions de la transition écologique du secteur culturel. Ça nous demande aussi à nous d'être un peu exemplaires. Quand je parlais de la co-construction de cette feuille de route, effectivement, c'est les agents, notamment, qui ont travaillé dessus avec un groupe projet en interne à la région. Alors, la région, vous la connaissez, elle est plutôt en silo. Alors, j'imagine quand vous remplissez les dossiers de sub, que vous avez des questions à poser, etc. Des fois, c'est un peu compliqué d'être sur plusieurs personnes à la fois. Il faut s'adresser à la bonne personne au bon moment, etc. Bon, là, on a essayé de travailler de désilotiser, je ne sais pas si je peux, allez, je vais créer ce mot-là, et de travailler en collectif sur le sujet via un groupe de travail qui s'appelle Atterrissage. Je salue mes collègues qui sont là. Atterrissage, en clin d'œil à Bruno Latour. Donc, être une administration exemplaire, c'est-à-dire soi-même se repositionner, faire face à ces biais cognitifs de professionnels. On a été créé sur des références qui ne valent plus aujourd'hui. Moi, quand je suis rentrée dans le secteur culturel, j'avais envie d'avoir PJ Harvey tous les soirs dans ma salle de concert. A priori, ça ne sera plus possible. Donc, c'est se bousculer soi pour avancer vers ce futur désirable.
c'est aussi, et tu le disais, former aux compétences et aux métiers de demain. Effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une fiche de poste de chargé de transition écologique? Qu'est-ce que c'est une fiche de poste de chargé d'égalité, mixité? Voilà, c'est des choses sur lesquelles on doit se questionner. On travaille notamment aussi avec le COREPS, justement, qui est l'organe de discussion entre syndicats, employeurs et de salariés sur la question justement de l'emploi, quid de l'emploi sur les transitions. Enfin, ça c'est cette feuille de route, juste pour dire qu'effectivement a été voté aussi, et là on est dans le très concret et qui peut paraître coercitif, dans un nouveau règlement d'intervention qui a été voté par la région au mois d'octobre concernant le spectacle vivant pour les compagnies et pour les lieux. Un règlement d'intervention qui évoque les éco-socio-conditionnalités. Donc là, il est question d'écologie, il est aussi question de droit culturel, il est aussi question d'égalité, mixité. Ce règlement d'intervention, je dirais, il est comme vos actions, il est encore expérimental aussi. C'est-à-dire qu'on va l'évaluer l'année prochaine avec les acteurs et les actrices, parce qu'on est bien au courant pour nous-mêmes être confrontés à des questionnements sur nos façons de faire, que pour vous, il est compliqué de dire moi ça y est, j'ai déjà fait 25% d'économie sur ma facture d'électricité, moi ça y est, je suis à 50-50 sur la programmation. On sait que ça va être compliqué pour vous, que tout ça se fait dans un temps de transition, dans un temps long. Donc l'idée, c'est de le travailler avec vous et de l'évaluer avec vous dès l'année prochaine pour continuer ensemble. Donc le dialogue. Et alors justement, je pense que là, on est un nœud vraiment de la problématique et de l'avenir. La question du dialogue territorial, de l'articulation entre, on voit bien, entre l'État et la région sur un certain nombre de valeurs, d'enjeux et de sujets, il y a une assez grande cohérence. La question que je vous pose, c'est comment, à partir de maintenant, ces enjeux-là vont se traduire de façon infra-territoriale dans le dialogue, donc avec le territoire, avec les élus et les collectivités, les EPCI de Nouvelle-Aquitaine, pour que ces enjeux-là se traduisent de façon plus concrète. Plus concret, pardon. Non, concrète, je ne sais plus. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Oui. Je commence à répondre. Peut-être insister avec Laetitia sur le fait, mais tu l'as souligné Thierry, qu'on est ici sur des enjeux qui sont alors pas portés de la même manière par l'État et la région, mais en tout cas enjeux sur lesquels et principes sur lesquels on se rejoint parfaitement. La moindre des difficultés ou la plus grande des difficultés, je ne sais pas comment le dire, bref, vous voyez où je veux en venir. Une des difficultés aurait été qu'il y ait des incohérences entre nous. J'y vois là encore la force du caractère partagé des constats, la force de la nécessité assumée partout d'agir et d'agir vite. Et en la matière, le travail ou des méthodologies qui se rejoignent, notamment sur la place laissée à la fois au constat et au constat scientifique, et du coup des méthodologies et des axes d'action, des principes qui se rejoignent parfaitement, des méthodologies qui sont cohérentes entre elles et des axes d'action qui le sont également. C'est à nouveau un facteur d'optimisme en ce qui me concerne. Je l'aurais dit. Ensuite, alors concrètement, la culture est une compétence partagée, donc sur lesquelles la région et l'État interviennent, mais également, et bien sûr et certainement même au premier chef, s'agissant du bloc communal, sur lesquels interviennent précisément et du niveau départemental, les communes et les groupements de communes, ainsi que les départements. Et donc, on est sans arrêt en train de tenter, et parfois de réussir, à nous organiser et à nous mettre nous-mêmes en cohérence dans le déploiement de nos mesures. S'agissant de ces enjeux particuliers, on a des exemples ici en Nouvelle-Aquitaine très
réussie, très avancée, de mise en cohérence très aboutie avec certaines collectivités de ces enjeux-là. On est même à la limite, je ne sais même d'ailleurs pas si c'est utile de contractualiser entre nous pour arriver à se dire on est tellement d'accord sur ces enjeux, sur les principes qu'on y va et qu'on se le dit, qu'on le formalise. Je ne sais pas si c'est utile. Ce qui est absolument nécessaire, en tout cas, c'est qu'on puisse avoir une expression claire vis-à-vis des administrés, puisque l'enjeu est là, vis-à-vis des secteurs, des différents secteurs, vis-à-vis de ceux qui s'adressent à nous, ou pour une subvention, ou pour une autorisation, sur comment est-ce que ces enjeux-là viennent peser sur la discussion que l'on a avec eux, comment est-ce que ça vient conditionner, ou sans conditionner, en tout cas, comment est-ce que ça vient orienter la décision que l'on peut prendre face à une demande qui nous est adressée. Et donc, désormais, la question, elle est dans cette clarification de cette place prise, conditionnalité ou pas conditionnalité. En l'occurrence, s'agissant par exemple, de la lutte contre les violences à caractère sexuel et sexiste, très clairement, c'est une condition d'octroi d'une aide, c'est-à-dire qu'une structure qui n'est pas en conformité avec les obligations en la matière ne peut prétendre obtenir une subvention. On n'est pas tout à fait au même stade encore avec la prise en charge des enjeux environnementaux. On est plutôt en ce qui nous concerne, et peut-être là, on est pas tout à fait au même niveau que la région, mais on est encore à un niveau d'incitation et d'incitation forte depuis 2021 et le bonus mis en place pour les festivals, et désormais donc la prise en compte de l'ambition ou de la démarche ou du caractère volontariste des démarches des structures dans l'octroi des aides. On est sur une incitation plus que sur une conditionnalité. C'est peut-être l'étape d'après. En tout cas, ça ne clarifie pas le message. Peut-être que ça aurait été plus clair de dire il y a une condition et si vous ne la remplissez pas, vous n'aurez pas d'aide. Peut-être que ça aurait été plus clair et plus incitatif. Je ne sais pas. En tout cas, on a choisi, et le ministère et la ministre ont fait le choix de cette étape intermédiaire d'incitation forte dans la relation avec les usagers, quel que soit le type de demandes qui nous sont portées. Et très concrètement, ça passe par les circuits habituels d'échange. On a évoqué, pour l'information des uns et des autres, on a évoqué le COREPS, on a nos outils de communication, on a les outils professionnels d'échange, on a les endroits également de discussion avec les collectivités locales du type Conseil des territoires pour la culture, CLTC, qui doit se tenir le 21 décembre. On multiplie les endroits d'échange et d'information à ce propos de manière à s'assurer que l'information est passée, qu'elle est bien passée, qu'on est à peu près clair, autant qu'on puisse l'être, dans les attendus qui sont les nôtres vis-à-vis des demandes qui nous sont adressées et dans les critères que l'on prendra en compte pour y répondre. Je ne sais pas si ça répondait à ta question. Oui, tout à fait. Parfois, Parfait, non, très bien. Un complément, Hervé ? Je vous entends, donc ça introduit une nouvelle donne dans cette question des financements qui peut être vue aussi comme un point de vulnérabilité, nouveau risque, c'est ce que vous dites, l'éco-socio-conditionnalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le métier, en fait ? Moi, je vais me resituer depuis l'entreprise culturelle. Ça veut dire que demain, même aujourd'hui, c'est déjà un peu le cas, mais ça va s'accentuer, un directeur technique d'équipement, de musée, de salle nationale ou de scène conventionnée, peu importe, il va devenir une forme d'animateur des capacités environnementales de l'équipement. Donc en dialoguant avec le propriétaire, qui peut être la collectivité, sur la puissance électrique, la façon de chauffer, de rafraîchir, etc. Donc le directeur technique, il va avoir son champ de compétences, donc ça veut dire qu'il faut l'accompagner aussi dans des nouvelles formes, vous parliez d'état des lieux, etc. Donc il y a des nouveaux outils qui renvoient au décret tertiaire notamment, mais pas que ça. Donc voilà, un chargé d'accueil et de billetterie va devenir, vous avez situé l'enjeu de la mobilité et vous avez des attentes sur décarboner les mobilités, très bien. Donc ceux qui vont être à la billetterie, ça va devenir des médiateurs, des mobilités bas carbone, des mobilités douces, c'est une nouvelle donne dans leur métier.
Je rappelle que le secrétariat à la planification écologique a dit, si on veut être dans la trajectoire 2030, il faut multiplier par 6 le nombre de personnes covoiturées dans tous nos usages sociaux. Voilà, pour vous donner quelques ordres de grandeur. Il faut électrifier le parc automobile, certes, et tout. Il y a plein d'autres. Il faut développer les lignes de proximité, les TER, etc., etc. Mais enfin, sur cette question de l'usage de la voiture, on va le maintenir, mais il faut intensifier les usages de covoiturage. Tout ça, c'est documenté par le gouvernement depuis septembre en termes de planification. Les chargés de production, ils vont devoir jongler avec des arbitrages dits carbone, voilà, des budgets carbone pour la mobilité des projets artistiques. Je le dis, c'est ce que fait déjà le Périscope à Lyon, scène de jazz. Ils ont un budget carbone pour accueillir leur tournée. Et puis ils arbitrent. Voilà, bon, un coup un international, un coup un local. Voilà, une tournée mutualisée avec d'autres dates. Mais ça y est, ils pilotent leur programmation avec la donnée carbone. Voilà. Alors il n'y a pas que ça. Il y a le critère artistique et de diversité, heureusement. Mais c'est une nouvelle matrice dans leur appréciation, leur étude de faisabilité de programmation. Et puis, il y a les directions d'équipement. Les directions d'équipement qui vont devoir intervenir, accélérer les coopérations, mutualiser, et qui vont devoir, je reprends les termes, vous l'avez cité, donc culture et création en mutation, qui est vraiment un document sur les compétences. Ils vont devoir questionner les rythmes de programmation. Donc ça, c'est un élément fondamental. Est-ce qu'on peut autant programmer, ou alors on garde cette diversité, mais sur des temps plus longs, arbitrer l'espace, le temps? Ça, ce sont des éléments importants. Donc voilà, le Palais de Tokyo est déjà dans ses réflexions. Enfin, en fait, tout ça, ça existe de façon un petit peu fragmentée à certains endroits ou certains savoir-faire. Et puis nous, enfin je dis nous, parce qu'on est plutôt de ce côté-là de la barre, tutelle, pouvoir public, on va animer, ce que vous avez dit, vous alliez faire, madame, c'est animer la sobriété. Donc y compris programmatique, et notre logiciel d'accompagnement, je suis désolé de le dire, mais il va falloir le mettre à jour, parce qu'aujourd'hui, une compagnie conventionnée, si elle veut avoir des financements, c'est un nombre de créations, c'est un nombre de diffusions, enfin on est encore dans un logiciel de 1 plus 1 plus 1 plus 1 quantitatif. Voilà. Donc en fait, là il y a des vraies mises à jour du logiciel d'accompagnement du secteur culturel qu'il va falloir, côté pouvoir public, mettre à jour. Et puis surtout, il va falloir qu'on organise ce que j'appelle la gouvernance, le dialogue, pour arbitrer des renoncements, des ralentissements. Je reprends la sémantique du Shift Project, qui est sur les actions dites offensives. À un moment donné, la clause exclusivité, donc ça revient plus au ministère de la Culture, mais en tout cas, à un moment donné, à l'échelle d'un territoire, est-ce qu'on arrête on se dit, voilà, on aura 20 festivals à 15 000 personnes, on aura 2 festivals à 50 000, et puis une grosse tête. Enfin, en fait, il va falloir probablement questionner la volumétrie, je le dis comme ça, j'utilise des mots très... un peu de biais, mais ça veut dire quelle gouvernance on va mettre là-dessus, parce qu'il y a quand même l'égal accès de tous à la culture, il y a quand même d'autres entrées, il n'y a pas que l'entrée environnementale, donc il va falloir organiser le dialogue autour de ces sujets. Donc c'est extrêmement important, et puis je le redis, peut-être qu'il va falloir qu'on s'ouvre plus à des savoirs culturels menacés à l'autre bout du monde dans nos programmations, parce qu'il n'y a plus d'espace pour ces personnes. Ce qui renvoie, on va accentuer des mobilités internationales pour gérer les conséquences du changement climatique à certains endroits de la planète. Donc voilà, il y a aussi cette dimension qui est à l'œuvre, en tout cas sur lesquelles, en France, on a une forme d'engagement un peu historique sur les questions de diversité de l'offre. Voilà, donc je m'arrête pour dire un peu toutes les conséquences qui se situent au niveau du métier. Il y en a plein d'autres, et comment nous, AFDAS notamment, et à d'autres endroits, on peut accompagner ces différents métiers dans leur évolution. Alors, évidemment, merci, parce que c'est évidemment vers toi que j'allais me tourner, mais ce que j'entends, c'est qu'à la fois, on pourrait imaginer que dans quelques mois, peut-être quelques années, tout au plus, on aura des personnes en charge de l'animation de ces problématiques-là, un peu en position un peu transversale dans les organisations, mais qu'en plus, en fait, il faudra finalement intégrer de nouvelles, individuellement, dans tous les métiers, dans tous les niveaux de responsabilité, des nouvelles compétences qui seraient des éco-compétences. C'est-à-dire ce serait à la fois une personne un peu en position de facilitation dans les organisations, de façon transversale, mais n'empêche que voilà, la question des éco-compétences va se poser pour tous les métiers et tous les niveaux de responsabilité. Donc évidemment,
Voilà, comment est-ce que, à l'endroit où tu es aujourd'hui, avec du coup un point de vue national, puisque tu es conseiller de branche, comment est-ce que ces sujets-là se travaillent actuellement ? Alors, ça se travaille déjà dans un cadre qui est en cours d'élaboration. C'est dans le cadre de l'EDEC, qui sont des contrats qui portent sur des financements sur plusieurs années pour le développement des emplois et des compétences, et qui permettent de structurer nos interventions. Actuellement, avec les services de l'État, on est en train de finaliser l'élaboration du nouvel EDEC intersectoriel de l'AFDAS, qui va mettre au cœur la question de l'accompagnement des transitions, de toutes les transitions, et en particulier des transitions écologiques, et comment on l'accompagne à la fois sur notre offre de services, déjà des actions qu'on met en œuvre. Donc, je vais faire des allers-retours, parce qu'on ne va pas passer de choses on fait déjà énormément depuis plusieurs années, je le disais. Donc, c'est bien d'accompagner encore plus cela, mais aussi accompagner les transformations des métiers. Et comment ces préoccupations-là doivent être dans les certifications. Je rappelle que l'AFDAS est un organisme qui accompagne ses branches sur l'élaboration de certifications. Donc comment ça intègre ça ? Et effectivement, Hervé en a parlé à plusieurs endroits. Donc on le voit bien que tous les travaux amènent à dire ça va être des métiers nouveaux ou des compétences, comme tu le disais, des compétences qui doivent être des préoccupations au sein de métiers déjà existants. Et donc comment on transforme ces certifications ? Comment on accompagne les entreprises dans le recrutement, notamment à travers l'alternance ? Comment je recrute des compétences sur des publics en alternance pour pouvoir intégrer ces nouvelles compétences dans mon entreprise ? Comment on accompagne les plans de formation, mais aussi de manière, encore une fois, désolé de revenir sur ce sujet-là, mais systémique, comment j'accompagne des structures ou sur un territoire, un ensemble de structures, ou même au niveau national des branches, de manière globale sur ces enjeux-là, en accompagnant des transformations. Donc, c'est vraiment déjà ces inscriptions vont être inscrites dans nos conventionnements avec l'État et ça se concrétise déjà. Donc, je disais, on a déjà de l'accompagnement sur ces questions de RSE, mais on a à travers... À l'AFDAS, on a une sorte de triptyque qui structure nos interventions, qui est informer d'abord. J'ai parlé tout à l'heure de l'autodiagnostic, mais également on a un certain nombre de partenariats autour notamment des questions de lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste, autour d'autres enjeux comme ça sur l'inclusion d'autodiagnostic ou de bases de données d'information. Donc de l'information, c'est le premier niveau, à minima. Deuxième niveau, on forme, on accompagne de la formation et on diversifie l'offre de formation. Et le troisième niveau, cet accompagnement par des consultants qui viennent au sein des entreprises, encore une fois. Et donc, c'est vraiment d'impulser ces démarches-là au long cours, à tous les endroits, avec des transformations, encore une fois, de métiers, en accompagnement ces changements-là, pour que personne ne les remette en cause et surtout qu'on ne se dise pas un jour « Ah, ben, j'y pense », ou c'est dans un coin de ma tête, et puis finalement, les habitudes revenant, on continue comme c'était avant. Non, heureusement qu'effectivement, à la fois le cadre législatif, mais aussi les jeunes générations qui disent on a cette sensibilité-là dans nos métiers, on veut que nos sensibilités se retrouvent dans les métiers qu'on va exercer. Heureusement que ça nous pousse et ça pousse les entreprises à finalement recruter différemment, prévoir des postes qui sont différents avec ces préoccupations-là concrètes. Mais il faut vraiment que ça devienne quelque chose d'habituel et que ces transformations-là se retrouvent au filigrane de manière continue. Et je vais donner juste 2 exemples peut-être par rapport à ça, sur des chantiers déjà en cours. On accompagne actuellement le secteur des musiques actuelles, donc le SMA, Syndicat des musiques actuelles, et la Fédélima, qui est une des fédérations, sur un enjeu autour de la transition écologique dans les entreprises de ces filières-là. Elles font un travail avec certaines entreprises, certaines structures autour de la transition écologique, et nous, on accompagne l'impact en termes de ressources humaines, l'impact en termes de développement des compétences et de recrutement dans ces structures et d'organisation. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et le deuxième, c'est à un autre endroit sur un métier spécifique. J'ai 2 exemples vraiment qui sont au niveau du spectacle vivant. On est interpellé par des entreprises et par des branches par des organisations professionnelles sur le métier de machiniste. Et donc, on est en train d'accompagner à la fois l'élaboration de formation, donc d'un corpus de formation, et aussi, notamment en lien avec la transition écologique et une dimension donc RSE, mais aussi
la question de l'inclusion et d'avoir d'autres types de publics qui rentrent dans les entreprises. Et donc, du coup, on est en train d'accompagner pour l'année prochaine la mise en place d'une formation qui se mettrait avec une phase avant de redynamisation sur des publics très éloignés de l'emploi, de manière à les accompagner sur des formations dans le cadre de contrats de professionnalisation et qui permettraient de les intégrer dans ces métiers-là. Donc l'idée, c'est véritablement de prendre en compte ces enjeux de manière globale pour, encore une fois, les concrétiser dans des actions très précises. Très bien. On va vous passer la parole. Et je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. Mais là, j'entendais un exemple. Moi, je vais aussi en prendre un qui résonne avec ce que j'ai vécu tout à l'heure. On a organisé une table ronde sur la question de l'égalité professionnelle. Et il y avait à peu près une cinquantaine de personnes dans la salle, entre 40 et 50. Nous étions 3 hommes. Donc, voilà, petit message à l'intention des camarades. Voilà. La prochaine fois, venez, on y apprend des choses extraordinaires, totalement désolantes. Et il y a plein de perspectives hyper intéressantes pour l'avenir de nos secteurs. Voilà, message personnel. À vous la parole. Vous avez des questions à poser sur ces sujets-là ? Bonjour, c'est bon ? Donc Claire Guillemin, j'ai maintenant un cabinet de conseil. Donc Maëlys, on se connaît depuis longtemps, j'ai travaillé au ministère de la Culture. J'ai un cabinet de conseil qui s'appelle Politismos. Politismos en grec, ça veut dire culture, mais ça veut dire aussi citoyenneté. C'est un beau mot. Et j'accompagne des structures culturelles sur les questions de management, de dialogue social, prévention des risques psychosociaux, gestion de crise. C'est marrant, Thierry, parce que j'ai été un des partenaires sociaux qui négociait dans la branche du spectacle vivant subventionné, notamment un accord égalité femmes-hommes. Nous n'étions que des femmes autour de la table quand nous avons négocié cet accord il y a une quinzaine d'années. Sur l'écologie, moi je parle de management écologique parce que je pense que dans ces entreprises culturelles, la force la plus importante, c'est le capital humain, c'est les femmes et les hommes qui travaillent dans ce secteur, et que prendre en compte l'énergie déployée par chacun et savoir la maîtriser pour éviter les surchauffes, c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire. Moi, j'avais une question à vous poser, et peut-être à vous, Cédric Pélissier, qui est plus politique, en fait, plus de politique européenne. D'abord, dans les entreprises, on ne sait pas trop calculer notre empreinte carbone parce qu'il y a tout le numérique, les ordinateurs, etc. On ne sait pas trop comment faire ces calculs-là et vers qui se tourner. Mais au-delà de ça, par rapport à la culture et à la connaissance, notre Europe s'est fondée aussi sur la circulation des artistes, sur la circulation de la connaissance, sur la circulation du savoir. Toutes ces bibliothèques au XVIIIe siècle qui se sont constituées partout pour partager les livres, pour que des artistes circulent partout en Europe. C'est ce qui fait notre force. Aujourd'hui, on a quand même dans plusieurs pays des changements politiques majeurs. Ça se noircit un petit peu partout. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une exception culturelle, ou en tout cas quelque chose à penser sur la mobilité? Je suis très perplexe, je n'ai pas de solution, hein. Je prône pas la mobilité absolue, mais je trouve que commencer à dire attention, les tournées, l'empreinte carbone des tournées, oui, mais heureusement qu'on a des artistes qui circulent partout dans le monde et qu'on les voit en vrai et qui viennent chez nous, et que nos propres artistes vont aussi se diffuser. Voilà. Comment on trouve politiquement, et est-ce que ce sujet est porté au niveau européen sur cette circulation de l'éducation, de la culture? Oui, mais même Maëlys. Pour le coup, très clairement, le sujet il est porté politiquement par le ministère de la Culture. C'est vraiment le plan mieux produire, mieux diffuser, notamment sur la diffusion, qui dit à la fois ce que l'on doit faire, donc on l'a vu, mais ce qui dit ce que l'on ne peut plus faire.
C'est-à-dire que la mobilisation inconsidérée et peut-être irresponsable des moyens, notamment publics, qui sont mis à disposition des uns et des autres pour participer, contribuer à cette politique culturelle, ça n'est plus possible. Faire venir un artiste de l'autre bout du monde, heureusement que ça demeure possible, et tous, on se battra, je pense, ici, pour que ça le demeure encore longtemps. En revanche, faire comme on le faisait jusqu'à il y a très peu de temps, se dire, je vais faire venir un artiste de Los Angeles et il va repartir dans l'autre sens sans me poser la question une seule seconde de est-ce que je peux faciliter le fait qu'il puisse se produire ailleurs, est-ce que je peux en discuter avec des collègues à moi, est-ce que ma chargée de diffusion peut rentrer en contact avec la chargée, est-ce que je l'autorise, ne serait-ce qu'à faire ça, pour que ce déplacement soit prolongé de plusieurs dates. Ça, en tout cas, du côté ministère de la Culture, c'est vraiment le sens de mieux produire, mieux diffuser, c'est-à-dire que on ne laissera plus passer ces manquements manifestes-là à des enjeux de bon sens, en réalité. Alors ça veut dire effectivement que les structures raisonnent différemment, que leurs salariés sont non seulement armés de compétences certainement nouvelles, mais sont autorisés aussi à les mobiliser dans un sens de plus grande coopération, de plus grande intelligence collective. Le terme est peut-être galvaudé, mais je pense qu'il n'a jamais été aussi utile de l'invoquer. Et vraiment, enfin, on va parvenir, et je ne doute pas un instant que ce soit possible, à faire la démonstration que la rationalisation et la responsabilité ne font pas obstacle à la mobilité des artistes. Au contraire, davantage de gens demain verront en France les artistes qui viennent de loin parce que les tournées seront organisées de façon plus cohérente sur notre territoire. Rapidement, il ne faut surtout pas opposer la mobilité des œuvres, libre circulation des œuvres des artistes à la question environnementale. Sinon, c'est mort, on ne fait rien. Et c'est probablement ce qui a fait qu'on a été bloqué sur le sujet pendant une décennie. Parce qu'on s'est dit, ah ouais, je dois travailler les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il faut que j'arrête de programmer des artistes de l'autre bout du monde. Mais ce n'est pas ça le sujet. C'est pas ça. Si on l'aborde comme ça, on ne fait plus rien, effectivement. Et moi, j'ai... Oui, eh ben, il faut corriger le tir. On va devoir arbitrer, comme on arbitre des questions économiques, on va arbitrer des questions écologiques. Enfin, moi, j'ai pas de souci. Et j'ai accompagné, il y a un théâtre l'an dernier, c'était la guerre dans le théâtre. Pourquoi ? Parce que la direction avait programmé une troupe coréenne avec une seule date. Et l'équipe n'a pas accepté ça. Donc en fait, ça a créé un bug de compréhension. C'est l'équipe qui dit non, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. C'était même pas une question économique. Il y avait le fonds d'aide coréen qui prenait en charge tous les défraiements et tout. Mais l'équipe reprochait à sa direction programmatique de ne pas avoir cherché à mutualiser, à développer une coopération de tournée. Donc c'est ça. Et dans l'évolution des métiers, il faut renforcer encore plus les capacités à coopérer, y compris dans le volet programmatique. Et ça, c'est ça le sujet. Et peut-être qu'il y a des leviers à d'autres endroits. Je ne sais pas, un artiste africain, il ne peut pas faire une résidence de plus de quelques semaines parce qu'au bout de 3 mois, son visa s'achève. Donc peut-être qu'il faut revisiter aussi des réglementations liées à des temps de résidence qui soient plus conséquents. Donc il y a des leviers aussi qu'il faut débloquer. Alors si ce n'est pas au niveau national, c'est au niveau européen et tout. Donc il ne faut surtout pas opposer ce sujet. Il faut faire des arbitrages comme on fait tous au quotidien. Et parfois, on va faire venir une troupe, mais on va s'obliger à mutualiser, à travailler sur toutes les pistes pour diminuer cet impact-là. Comme les opéras aujourd'hui réfléchissent à diminuer le volume des transports transportés. Parce que c'est une aberration pour l'Opéra de Paris d'avoir 5 semis, 6 semis, sans même parler des conteneurs quand on va à l'autre bout du monde. Employer les matériaux pour les décors. Voilà, et donc on diminue les volumes transportés, on s'assure qu'il y ait des volumes de fonds de scène qui soient dans toutes les grandes maisons d'opéra européennes, qui soient à peu près identiques, avec les mêmes normes. Donc voilà, ça c'est des pistes de travail. Nous pouvons, pardon, je t'interromps, nous pouvons encore prendre 2 questions, parce que nous devons libérer cette salle, parce qu'il y a une projection à 18h, et plusieurs personnes là ont des trains à prendre. Donc nous prenons encore 2 questions, je suis désolé. Bonjour, juste une question à contrario.
ne pas parler du territoire européen, qui est une question évidemment qui a toute sa place. Mais à l'inverse, les territoires plus petits, il y a beaucoup d'opérateurs culturels qui travaillent notamment en milieu rural et qui travaillent sur des territoires, parfois c'est au niveau de 20 communes. Et ce travail-là a parfois beaucoup de mal à être soutenu par la région et la DRAC, notamment parce que, et ce que j'entendais jusque-là, parce qu'il y avait une nécessité de diffuser sur un plus large territoire, donc plutôt à rayonnement régional ou national. Et du coup, au travers de ce qu'on est en train de se dire là, ces opérateurs culturels qui travaillent sur des territoires plus petits, finalement, dont je fais partie et de ceux que je connais, toutes ces questions-là, socio-écologiques, font déjà partie de leur quotidien, en fait, aujourd'hui. Donc comment aujourd'hui, face à ces enjeux-là, vous allez vous placer aussi en soutien à ça? C'est-à-dire qu'il y a évidemment un soutien à faire pour des transitions de structures qui doivent rentrer dans ces transitions, mais il y a également un soutien à faire, et qui est vraiment important, puisque je pense que ça fait partie de la richesse de notre territoire et de notre région, à faire sur des plus petites structures qui sont sur des plus petits territoires, mais qui du coup auront un bilan carbone peut-être moins important, et pour autant qui vont voir des publics, enfin non d'ailleurs on ne dit plus des publics, qui vont voir des personnes dans des territoires reculés qui n'ont pas beaucoup accès à la culture, et c'est primordial aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est un peu mon interrogation. C'est là où la transition écologique, elle rejoint aussi les droits culturels, hein, pour que tout le monde puisse s'exprimer, accéder à chaque endroit. On travaille avec la région, avec nos collègues de la DATAR, à établir une cartographie de ce qu'on appelle les territoires à enjeu. Alors les territoires qui sont moins bien desservis, les territoires qui sont qui ont moins d'offres culturelles en eux. Donc on essaye de cartographier ça pour sortir effectivement cette carte de territoire en jeu et voir comment aller plus dans ces endroits. Je dis bien le comment, parce que ça veut dire encore en coopération avec les collectivités qui sont à ces endroits-là. Il faut qu'aussi puisse y avoir cette discussion locale. Et sur la question des jeunes compagnies, qui peut être aussi une autre question, c'est aussi l'objectif de ce nouveau règlement d'intervention, c'est de pouvoir faire entrer des nouvelles compagnies. Le règlement d'intervention spectacle vivant qui a été voté, il a déjà fait l'objet de 600, je crois, propositions, ce qui est gigantesque. À un moment donné, les dotations... Enfin, voilà, le budget de la région étant ce qu'il est, nous on a un budget en diminution sur la culture d'1%, il va falloir arbitrer des choix et de façon politique. Et je pense que cette politique aujourd'hui, elle se dessine à travers la question de la transition et de ces éco-socio-conditionnalités qui vont justement permettre d'intégrer aussi de nouveaux projets qui seront, on va dire, exemplaires sur ces sujets. Bonjour, merci à toutes et à tous. Moi, j'ai juste une question, parce qu'à la fois, je partage l'enthousiasme des challenges à relever, parce qu'ils dessinent, enfin, ils topographient une nouvelle société. Parce que je pense qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que même avant Covid, on sentait bien qu'il y avait un truc qui ne marchait plus tellement. Mais en même temps, ma question, c'est quel est mon capital, moi, en tant qu'acteur qui dirige une équipe artistique indépendante, quel est mon capital transformation ? Parce que quand je vois effectivement les besoins en compétences, en RH, en investissement, parce que c'est un mot qu'on nomme jamais dans la transition, mais dans les transitions, mais investir, c'est important. Quand je vois l'incertitude avec laquelle il faut travailler, parce que ce qu'on fait, on le découvre ensemble, donc on n'a pas de certitude sur ce qu'on va vraiment réussir à faire et ce qu'on va devoir continuer de chercher. Quand en face, j'ai une administration qui est mobilisée à 110% sur le fait de maintenir économiquement la vie de la structure face à la raréfaction des crédits, quand en face, en plus des enjeux de société tels qu'on vient de les rappeler, il y a la question des droits culturels qui nous oblige à même repenser l'adresse de nos projets à des territoires, à des populations, quand nous, on s'organiserait peut-être pour accueillir et mutualiser des équipes internationales, quid de quand nous, on va à l'international? Comment on travaille avec ça dans un pays ou dans des cultures qui n'ont peut-être pas encore ces enjeux-là dans leur feuille de route? Et enfin, avec le paradoxe, effectivement, de ce que vous appeliez tout à l'heure, enfin, vous ne l'avez pas nommé, mais c'est les systèmes d'évaluation qui sont encore très performatifs aujourd'hui de nos structures, à savoir
faut du quantitatif. Faut maintenir nos prévisionnels budgétaires à l'euro près. Il faut réussir tout ce qu'on s'est engagé de façon prévisionnelle à faire. Et ça, du coup, moi, ça me dit, mais où est mon capital transformation là-dedans ? Comment je vais demander à mon équipe de se former encore plus alors qu'elle a déjà plus le temps ? Comment je vais lui demander d'aller chercher, ou comment je vais recruter une personne ? Je n'ai pas les moyens de recruter une personne en plus qui serait en charge de toutes ces missions-là. Donc moi, je suis pour qu'on pense aussi le modèle économique composite, qui l'est déjà beaucoup, mais qui va avec tout ça. Donc je redis ma question, quel est mon capital transformation ? Alors... Non, mais je pense, j'ai bien compris. Et en fait, pour une part, parce que bon, je ne prétendrai pas répondre pour tout, mais pour une part, ça passe par ce travail, enfin pas macro, mais à un niveau des organisations professionnelles, c'est-à-dire qu'on est bien sur comment on modélise. C'est-à-dire que plutôt qu'on ne travaille que de manière individuelle, où vous êtes tous et toutes le nez dans le charbon, c'est-à-dire que je suis là en train de travailler, j'ai mon projet artistique, j'ai ces contraintes-là, je suis en milieu rural, je suis en milieu urbain, etc. Et j'ai des contraintes particulières et faut en plus que je prenne en compte ces questions-là et ces enjeux-là, parce qu'en plus j'y suis sensible, parce que je souhaite pouvoir œuvrer là-dessus, etc. Mais comment je fais ? Et je le comprends complètement et je pense qu'une des réponses, c'est bien sur notre capacité, nous, des structures notamment comme l'AFDAS, d'engager des démarches plus structurantes à un niveau un petit peu au-dessus qui permettent déjà de modéliser des outils qui vous accompagneront. La question des recrutements, déjà en amont, c'est de dire quelle est la prise en compte dans les certifications ou dans les formations de ces préoccupations-là, de ces enjeux essentiels de mutation auxquels on est confronté, de manière à ce que demain, les profils qui viendront taper à la porte de mon entreprise pour pouvoir intégrer, pour pouvoir venir travailler avec moi, intègre déjà naturellement ça, plutôt que de monter de A à Z, de partir de zéro, quoi. Je pense qu'une des réponses, elle est à cet endroit-là, et en tout cas pour partie. Parce que je pense que cette dimension collective, elle est indispensable. On ne peut pas faire autrement que si jamais on est tous à écoper à la petite cuillère l'eau du bateau qui est en train de couler, on ne s'en sort pas, quoi. Et c'est bien à des enjeux-là, une des débuts de réponse, ce capital-là, le mutualiser, ce capital humain, de cette richesse humaine, de vouloir répondre à ces enjeux-là majoritaires, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce que j'entends. Et puis, j'ai l'impression que c'est ce que j'entends de nous toutes et tous aux endroits où nous sommes. Hein. Et au niveau de l'AFDAS, c'est bien sur comment nous, on est en capacité de proposer des formations, de proposer des accompagnements qui, du point de vue des ressources humaines, du point de vue des organisations, vous permettent de répondre à ces enjeux-là, que vous soyez en milieu rural ou en milieu urbain. Je citerai juste pour finir un exemple. J'étais à une table ronde à Sarlat dans le cadre d'un festival de cinéma. On parlait sur les éco-tournages et il était présent des personnes qui sont sur des tournages internationaux qui sont complètement à l'opposé des enjeux environnementaux. Et il y avait des personnes dans la salle qui disaient « mais moi, qui tourne avec des petits budgets, comment c'est pris en compte ?» Et je pense qu'il faut répondre à ça. Il faut répondre quelles sont les réponses qu'on apporte pour les projets de chacun, quel que soit là où il se situe, quoi. Merci, je sais que c'est frustrant, mais il nous faut conclure. Il y a vos capacités humaines et il y a celles aussi des gens qui travaillent déjà à la transition écologique, des ingénieurs de l'ADEME qui peuvent vous aider, ceux qui mettent en place les plans de mobilité dans les territoires et les EPCI, qui peuvent parfois avoir besoin de vous et développer des moyens pour vous accompagner sur ce sujet. Sur le bâti, je ne sais pas si vous avez un bâtiment, mais combien d'équipes artistiques n'ont jamais dialogué avec le propriétaire des bâtiments sur les questions énergétiques ? C'est pas forcément à vous, quoi, qu'il faut vous impliquer un peu, c'est peut-être au gestionnaire de bâti de vous aider. Et il va trouver un interlocuteur dans les usages du bâtiment. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a vos forces, mais il y a aussi le capital humain qui est tout autour de vous sur les questions écologiques. Et il y a beaucoup de moyens aujourd'hui qui sont déployés, sans même parler des appels à projets ou des alternatives vertes. Enfin bon, il y a beaucoup de consortiums qui se montent. Il faut y aller en force, il faut y aller en groupe, en meute, j'ai envie de dire, pour traiter ces sujets-là et développer et avoir des moyens supplémentaires. Ouais, je pense que c'était bien ce rajout, finalement. Un grand merci à nos trois
3, et puis finalement 4, enfin 4, puis 3, puis 4 de nouveaux intervenants. Merci, merci et bravo à Laetitia d'avoir au pied levé comme ça pris cette responsabilité de représenter la région. Merci à Maëlys, merci à Hervé, merci à Cédric. Bon, nous l'avons vu ce soir, le monde change. Et je pense que nous sommes toutes et tous en mouvement dans ce changement. Ces mutations, je crois, nous portent à réinterroger la culture, non pas comme un héritage, quelque chose au sens d'un passé comme ça qu'il nous faudrait assumer, d'une situation fruit de l'histoire dont on serait un peu les gardiens, mais de plus en plus il me semble que les tutelles, et on l'a vu ce soir, enfin bon voilà, toutes les personnes ici présentes et vos questions d'ailleurs prouvent que nous sommes dans la culture comme une perspective d'avenir. Il n'est de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Donc voilà, je voulais terminer par cette petite phrase de Sénèque. Merci à toutes et à tous, bonne soirée. Et bravo à toute l'équipe de l'agence pour l'organisation de ce forum. Un immense bravo à toute l'équipe.